Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité Hebdo Show Algéria. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour 2h30 de direct, accompagné tout d'abord de monsieur Dahou Ould Qabliya. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Je rappelle qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais je pense que tout le monde vous connaît. Monsieur Dahou Ould Qabliya, vous êtes Moudjahed, membre historique du MALG et ancien ministre de l'Intérieur, entre autres. Vous êtes également auteur. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Merci également. Merci. Mahdi Razal est également avec nous. Bonsoir Mahdi. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci monsieur le ministre de nous faire l'honneur de votre participation ce soir. Est également avec nous Kamal Mansari. Bonsoir Kamal. Bonsoir aux téléspectateurs et bienvenue à monsieur Ould Qabliya. Et toujours un plaisir de retrouver Badis Renissa autour de la table. Bonsoir. Salam Azoul, bonsoir et bienvenue à notre hôte. Et pour clore notre équipe, pour conclure, nous aurons également avec nous Tarek Hafid ce soir. Bonsoir Tarek. Bonsoir. Sachez également, mesdames et messieurs, qu'on retrouvera Faisal Matawi un peu plus tard dans l'émission. Au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, l'Algérie qui compte 11 nouvelles wilayas. La décision a été prise ce dimanche en Conseil des ministres. Dans l'œil d'Alger, on reçoit Olivier Lecourt, Grand Maison, chercheur universitaire et auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire sanglante de la colonisation française de l'Algérie. On parlera de sa dernière parution, Oradours coloniaux français contre le roman national. On s'intéressera également aux feux de forêt qui ont ravagé des milliers d'hectares dans le nord du pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ordonne l'ouverture d'une enquête. Air Algérie qui renforce sa flotte et se dote d'appareils dernier cri, 8 Airbus 330 Neo principalement dédiés au renforcement du transport long courrier. Et puis nous évoquerons également quelques dossiers internationaux, parmi eux la catastrophe humanitaire au Soudan qui continue d'indigner l'opinion publique et de mobiliser la communauté internationale. Et puis en dernière partie, Nariman Zikar sera accompagné d'un visage devenu culte en Algérie et au-delà, Hamid Daoud et Yanis Sport qui viennent nous parler de leur aventure en région parisienne. Alors messieurs, avant qu'on se tourne vers monsieur Dahou Ould Qabliya, on va tout d'abord commencer par cette décision prise en Conseil des ministres Mahdi. En Conseil des ministres, donc le président de la République a donc décidé de marquer un tournant décisif pour l'aménagement du territoire national. 11 wilayas ont été promues. Eh bien, écoutez, 11 nouvelles wilayas ont été décidées aujourd'hui dans les hauts plateaux et le sud, passant du statut de wilaya délégué à wilaya à part entière. Pour ne pas les citer, Aflou, Barika, Qsar Chalala, Msaad, Ain Bsara, Boussaada, El Abiod Sidi Cheikh, El Kantara, Bin Aftar, Qsar, El Bukhari et El Aisha, si je ne me trompe pas. En 2002, la réforme des wilayas avait porté le nombre de 48 à 58. 3 ans plus tard, en 2025, on passe donc de 58 à 69 avec 11 nouvelles wilayas. Le pays continent qu'est l'Algérie a besoin d'avoir des administrations proches de ses concitoyens et la création de ces 11 nouvelles wilayas prouve que le citoyen est au cœur du sujet politique. Donc une très très bonne nouvelle pour que l'administration soit au plus près des besoins de chaque Algérienne et Algérien à travers le pays. Badis, un commentaire sur ces 11 nouvelles wilayas. Non, je pense que c'est un alignement par rapport comme vient de le dire effectivement Mahdi à juste titre, c'est un pays continent qui a besoin d'un découpage adéquat. C'est-à-dire que 48 wilayas, il fut un temps, ils ont été dépassés. Le président de la République, au lendemain de son élection, a compris qu'il fallait adapter effectivement cette vision en fonction des attentes aussi du peuple algérien, où qui se trouve donc, dans ce pays continent. Et à travers ce découpage stratégique, ce découpage je dirais, de projection stratégique en matière de politique locale et nationale. Pour moi, c'est la recette gagnante, à savoir comment rendre audible le peuple à travers une proximité politique et un découpage administratif adéquat. Kamal Moussari, ça permet une meilleure proximité avec la population algérienne, justement? Bien évidemment, dans le sens où on a une croissance démographique qui n'arrête pas de s'accentuer. Nous sommes pratiquement 46 millions d'habitants. Il y a une superficie énorme. Il y a la géographie qui aussi joue. Il y a une revendication populaire aussi de prise en charge. Maintenant, pour qu'on ne dilue pas un petit peu la prise en charge des besoins des citoyens, des revendications et des requêtes. Donc, rapprocher l'administration du citoyen, c'est aussi un défi très important. Vous savez, donc il y a des wilayas qui dépendent, enfin des populations et des communes qui dépendaient de la distance pour pouvoir régler
des problèmes qui ne devaient pas nécessiter de plusieurs temps. Maintenant, avec cette nouveau découpage, on voit que, justement, comme l'a dit Badis, l'intérêt et le citoyen est au cœur de cette vision de la présidence de la République. C'est une décision qui est importante et qui est intéressante même à analyser. Je pense qu'on va mettre quand même quelques jours pour pouvoir bien voir sur le plan du développement, surtout au développement local, ce que ça va apporter. Je connais certaines de ces wilayas, par exemple Berika, El Gantra ou encore Bidlater, qui ont un potentiel très très important, que ce soit sur le plan touristique, sur le plan de l'agriculture, même sur le plan industriel. Donc c'est quand même appelé à devenir, on va dire, des territoires champions, on va dire. Mais en fait, on a la chance d'avoir avec nous le grand spécialiste quand même de tout ce qui est, c'est-à-dire développement local et territorial. Donc, Monsieur Oultrablia, ça serait bien d'avoir votre avis aussi sur la question. On aura l'occasion de parler justement avec M. Dahou Oultrablia dans quelques instants. Le temps de rappeler cette information, donc toujours concernant le Conseil des ministres, c'est le président de la République qui a ordonné l'ouverture d'une enquête à propos des feux de forêt qui ont touché le pays ce week-end de Mahdi. Vous revenez là-dessus. Le président de la République ordonne l'ouverture d'une enquête sur les feux de forêt qui ont touché ce week-end plusieurs wilayas simultanément. Donc c'est ça qui a causé justement l'inquiétude, c'est que cette simultanéité n'est pas anodine d'après ce que nous avons compris. Il y a déjà, d'après les dernières informations, 4 personnes interpellées. Maintenant, l'enquête va savoir si c'est des départs de feu volontaires ou involontaires. Les enquêteurs sont en train de faire leur travail. On va essayer de déchiffrer tout cela. Mais ça a été un conseil des ministres, comme tu l'as bien dit, Nouhed, intense. Ça a été un conseil des ministres très riche. Il y a eu aussi plusieurs autres sujets réalisés aujourd'hui, comme l'énergie, avec l'exploitation du minerai de Barajiblet prévu pour le premier trimestre 2026, un très gros projet. L'objectif principal est justement l'autosuffisance et la réduction progressive des importations. Il y a aussi le lancement du chemin de fer Tindouf-Béchar en janvier 2026, avec une cérémonie nationale pour célébrer cet important projet de développement. Encore un projet de plus d'infrastructures qui relie des villes importantes et qui justement sert le citoyen. Il y a aussi l'économie sociale. Le président de la République demande au ministre des Finances de préparer un projet pour augmenter le SMIC et l'allocation chômage. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très très important. Et donc un président de la République qui ordonne et un gouvernement qui exécute. Voilà ce qu'est l'Algérie justement de nos jours, où on travaille pour le bonheur des concitoyens. Très bien, Merdi. On rappelle qu'on reviendra sur le sujet des feux de forêt un peu plus tard. Bien sûr. Dans notre émission, autre activité présidentielle, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu ce dimanche le président du groupe de la Banque africaine de développement, Kamal. Oui, parce que l'Algérie déjà, elle fait de l'Afrique une dimension très stratégique. Du moment que l'Algérie a toujours été elle a fait de son économie et de sa stratégie, de sa politique tournée vers l'Afrique à travers, que ce soit l'Union africaine ou bien à travers la ZLECAf. Aujourd'hui, la Banque de développement est une banque très importante dans le financement des projets en Afrique, notamment dans le domaine agricole et dans le domaine de l'accompagnement des PME, des PMI. Donc c'est une visite importante, c'est une discussion qui a été très importante dans le sens où l'Algérie veut faire partie non seulement des acteurs clés dans le domaine du financement en Afrique, mais en même temps de faire de la Banque africaine un partenaire important dans l'accompagnement des investissements, que ce soit en Algérie ou dans les pays africains, tout en orientant ou bien en proposant des politiques économiques et d'investissement qui vont dans le sens des objectifs africains de l'Algérie. Très bien, merci Kamal. Alors on va à présent se tourner vers vous, Monsieur Dahou Oultrablia. On va parler justement de cette relation entre l'Algérie et l'Allemagne. La relation bilatérale entre l'Algérie et l'Allemagne est stratégique, Monsieur Dahou Oultrablia. Elle revêt une dimension économique certaine, mais aussi une profondeur historique. Alors on le rappelle, vous êtes le témoin privilégié de cette histoire en tant que Moudjahed et ancien membre du MALG, Monsieur Dahou Oultrablia. J'ai une première question à vous poser si vous le voulez bien. Alors, ce serait, comment est-ce que la République fédérale d'Allemagne a connu le problème algérien? Merci. Je vous remercie de m'avoir invité. Je suis désolé, je regrette un peu auprès des téléspectateurs
que ma parole n'est pas aussi fluide que celle de mes camarades, compte tenu de l'âge et compte tenu également du fait que c'est une question assez ancienne qui est bien classée dans ma tête et dans ma mémoire. Et j'ai fait un effort, depuis qu'on m'a dit de venir présenter un peu la question des rapports entre la République fédérale allemande et le FLN, d'essayer de me remémorer en m'appuyant sur quelques documents que j'ai pu récupérer assez rapidement. Donc, en réponse à votre question, les rapports entre la République fédérale allemande et le FLN ont été d'abord des rapports commerciaux. Rapports commerciaux à l'extérieur de ce territoire où les Algériens ne pénétraient pas à l'époque, il y avait des contacts avec les fabricants d'armes. Il faut savoir aussi que dans certains pays européens, après la Seconde Guerre mondiale, le commerce la production et le commerce des armes étaient des choses autorisées en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et c'est là où les agents du FLN essayaient de récupérer les armes les plus appropriées, parce que nous avions de la récupération d'armes à partir de l'Égypte, à partir de quelques pays arabes et du Moyen et musulmans, mais aussi auprès de quelques pays qui étaient des satellites de l'Union soviétique, tels que la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie. La Yougoslavie. C'est des pays qui nous offraient des armes. Mais les armes allemandes étaient connues comme étant les meilleures, notamment les armes de guerre, et les équipements surtout. Donc il y a eu des accords avec des commerçants allemands qui étaient au nombre d'une dizaine, et nous avions obtenu nos premiers fusils, nos fusils allemands, nos premières mitrailleuses, la fameuse MG42 allemande, des pistolets mitrailleurs, des pistolets et des équipements également, tels que les transmissions. Nous avons obtenu, grâce à des interventions assez sophistiquées, à obtenir des postes de transmission de dernière génération, la NGRC9, qui n'était utilisée que par les forces de l'OTAN. Et l'Algérie a pu se procurer près d'une centaine de ces équipements qui ont été utilisés pour développer le service des liaisons à l'intérieur du pays et rattacher les unités de combat avec les unités de commandement, soit au niveau des wilayats, soit au niveau des frontières. Donc voilà, c'était un aspect tout à fait commercial. À cet aspect également qui prenait de l'ampleur, les autorités françaises, par le biais de leur service secret, le SDEC en particulier, Service de documentation et de contre-espionnage, ont mené une contre-offensive assez agressive pour attaquer ces fabricants allemands. Ils en ont tué une dizaine, je peux citer parmi la liste Otto Hluter, Lorenzen, Léo Gézer, enfin les plus gros. D'autres ont été menacés, ou ce qui fait, ou bien ils ont tellement menacé qu'ils ont pu obtenir d'eux la collaboration avec les services spéciaux français. Et c'est à partir de cette donnée qu'ils ont pu donc intercepter un certain nombre de transports d'équipements arraisonnant des bateaux qui transportaient ces équipements vers les frontières tunisiennes et algériennes, au profit du FLN et de l'ALN. La République fédérale allemande s'est un peu souciée de cette agressivité, d'autant plus que les Français cachaient cela sous le paravent en disant que ce n'est pas ses services, c'est des autorités qui ne dépendent pas de ces services, c'est des gens qui sont contre l'agression du FLN contre l'autorité française, donc ils agissent en toute... Mais cela n'a pas convaincu les autorités allemandes, d'autant plus que le chef des services secrets allemands, le général Göller,
avait déclaré directement que d'après la manière dont ont opéré ces agents, il s'agit ne peut s'agir que de commando d'État, que d'une structure bien rodée, bien organisée et bien encadrée. Et il a même ajouté en allemand Staatskommando, des commandos d'État. Donc, en ce qui concerne l'autorité allemande en elle-même, le chancelier Adenauer, qui était affaibli par la tutelle qui était exercée sur son pays par les 3 pays occupants, 3 pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, à savoir la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui occupaient chacun administrativement la tutelle sur une parcelle de ce territoire. Donc, très affaibli, il n'a pas réagi directement. Mais il commençait à être un peu convaincu de la nécessité de montrer un peu plus de bienveillance vis-à-vis du combat du peuple algérien et de ses structures, le FLN et l'ALN. À cet effet, il a permis, d'abord sur un premier point, sur le plan officiel, il a autorisé le responsable, le chef de service au ministère des Affaires étrangères, le chef de service qui s'occupait de l'Europe occidentale et de l'Afrique du Nord, qui s'appelait Paul Frank, a accordé un certain nombre de privilèges aux citoyens et aux résistants algériens qui se trouvaient en Allemagne. C'est ainsi qu'il a permis de délivrer les premières cartes de séjour et d'installation en Allemagne. Il a accordé le droit d'asile aux réfugiés et il a refusé toutes les demandes d'extradition formulées par les autorités judiciaires françaises contre des inculpés algériens qui s'étaient rendus en Allemagne. Et cela en considération de la Constitution allemande elle-même qui interdit dans son article 16 les remises de personnes inculpées et demandées par des autorités étrangères. Il a facilité, surtout, il a facilité à l'été 1958 l'installation du comité fédéral qui coiffait la Fédération de France du FLN, qui était dirigé à l'époque, comme tout le monde le sait, par Omar Boudaoud avec ses 5 compagnons qui constituaient le comité fédéral. Il a également été à la base de la création d'une association qui visait à encourager la Fondation Frédéric Ebert et la Croix-Rouge à apporter de secours aux réfugiés algériens qui se trouvaient aux frontières marocaines et tunisiennes. Il est également à la base de la création d'une association d'accueil et de réinsertion des légionnaires qui désertaient de l'armée française. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire que grâce à un Allemand, Ludwig Erwin, que l'on appelait chez nous Mustafa l'Almani, qui avait organisé, qui était un ancien Allemand, qui activait sous les auspices de la Fédération de France, et puis qui l'a remis au FLN au Maroc, lequel FLN l'a transmis au Malk pour aider à faire déserter les légionnaires qui se trouvaient dans l'ouest algérien, c'est-à-dire en particulier dans les réserves des légionnaires à Sidi Bel Abbès, à Mascara et à Saïda. Il a pu faire déserter, grâce à une propagande appropriée, aussi bien en Allemagne, auprès des familles des personnes, de ces légionnaires qui ont été piégés, amenés à la Légion par des moyens tout à fait dilatoires. Donc il a pu en faire évader plus de 2000 Allemands, Allemands et Autrichiens, sans compter le reste, parce qu'il y avait d'autres nationalités également qui ont été concernées par ces désertions. Donc cela a permis à installer une antenne à Oujda, une antenne
à Tétouan et une antenne à Madrid pour le rapatriement de ces légionnaires chez eux qui étaient pris en charge par une institution qui a été créée spécifiquement par les autorités allemandes sous l'autorité de Peter Ullmann. Peter Ullmann, donc, qui était le vis-à-vis de notre ami Mustafa Müller, puisqu'on l'appelait de cette manière. Il a également permis la création de centres de formation pour les Algériens qui commençaient à s'installer, donc la formation et le placement dans des stages ou dans des emplois pas permanents, des emplois pas facultatifs, mais déterminés, pour des périodes déterminées. Ceci dit, ça c'est toujours sur le plan des premiers appuis politiques. Là, nous sortons du contexte de l'aide matérielle pour entrer dans le contexte du problème politique. Donc Franck a réalisé toutes ces opérations, mais il a été surtout aidé, secondé et remplacé par un autre personnage tout aussi important, allemand, qui était Wisniewski. Hans-Jürgen Wisniewski, qui était président de la Fédération des travailleurs, qui était d'obédience SPD, donc Parti socialiste, et qui plus tard deviendra député. Celui-là s'est engagé directement alors vers le FLN et il a apporté beaucoup de choses. Il a apporté beaucoup de choses, notamment, il est à la base de toute la partie matérielle, je crois, du soutien médiatique permanent et de l'organisation de meetings et de forums pour mobiliser l'opinion allemande. Il a créé des missions en faveur des autorités fédérales du SPD. Du FLN, en liaison avec le SPD pour organiser des réunions, des contacts. Ils ont imprimé le journal Résistance algérienne, qui était imprimé en langue allemande sous un titre allemand, Fresse, quelque chose comme ça. Vous savez, la mémoire ne me revient pas tout de suite pour ça. Tout ça pour donner en fait de la consistance à la révolution algérienne. Il a donné de la consistance à la révolution algérienne. À la révolution là, dans l'espace et dans la durée. Exactement. Puisqu'il a continué son action jusqu'à l'indépendance. Il a été un des premiers invités d'ailleurs à la fête de l'indépendance. Puis il est devenu plus tard un invité permanent des autorités algériennes indépendantes. Monsieur le ministre, si vous le voulez bien, je voudrais vous poser une deuxième question, si vous me le permettez. Est-ce qu'il y a eu des Allemands qui ont participé activement à notre guerre de révolution? Oui. Dès le départ, on a eu déjà 2 Allemands qui sont venus, un déserteur de la Légion, un lieutenant de l'armée française, puisque la Légion étrangère était une armée française, qui a déserté à l'été 56 pour rejoindre le FLN et qui a été à la base de la construction des premières structures de transmission algériennes. C'est un spécialiste des transmissions et c'est lui qui a formé les premières promotions. Nous sommes partis avec 8 agents qui avaient une notion de maniement, qui ont travaillé dans l'armée française pendant quelques périodes et qui savaient manipuler le langage codé technique des transmissions, c'est-à-dire le morse. Mais il y avait surtout aussi la désertion d'un Algérien, un officier algérien qui avait un grade important, il était lieutenant. Il avait été prêté par la France au Maroc pour former les premiers agents de transmission marocains. Et les Algériens, il s'est très rapidement rallié au FLN
Et c'est lui qui a permis la formation des 20 premiers agents de transmission du FLN, parce que la politique du colonel Boussouf, à l'époque, était de passer du stade d'un combat artisanal, si vous voulez, à un combat plus ou moins moderne. Les transmissions, les fabrications d'armes, tout cela, grâce à... Donc, il y avait ce Zidane, il y avait un autre également qui s'appelait... qui s'appelait Oleg Knop, et que nous appelions à l'époque, qui était dans les transmissions, et qu'on appelait Ali Lalmani, qui a vécu, qui après l'indépendance est resté en Algérie, s'est marié en Algérie, a vécu, a des enfants. Aussi. Il est décédé ici. Il est décédé ici, Ali Lalmani. Donc il y avait Mustafa Al-Mani, qui était Ludwig Erwin, et il y avait justement Ali Lalmani. J'ai les noms ici. Il y avait Slimane Hoffman aussi. Et ces personnes-là ont été les héros étrangers du combat que nous avons mené contre l'armée coloniale. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une aide technologique allemande dans ce registre, justement? L'aide technologique viendra plus tard, lorsqu'il y aura 4 ingénieurs allemands qui travailleront dans les usines de fabrication d'armes du FLN au Maroc. Le FLN avait construit 5 usines de fabrication d'armes, où il y avait pratiquement plus de 300 à 400 Algériens qui travaillaient, qui étaient recrutés, en particulier envoyés par la Fédération de France, parce qu'ils travaillaient dans les manufactures, dans la fabrication automobile et tout ce qui est mécanique, etc. Mais ils étaient encadrés par des Algériens. Il y avait également un Argentin qui a vécu longtemps en Algérie. Mahmoud l'Argentin, c'est ça? Mahmoud l'Argentin. Pardon? Roberto Muniz, dit Mahmoud l'Argentin. Dit Mahmoud l'Argentin. Il y avait donc ces Allemands qui étaient là. Il y avait Georges Puchert, qui était notre fournisseur principal d'armes, qui a résisté à toutes les menaces des services spéciaux français, qui a fait l'objet de plusieurs tentatives d'attentats, mais dont on a eu la peau finalement en 1958 à Bonn, à Cologne, lorsqu'il a été tué par l'explosion d'une bombe placée dans sa voiture. Georges Puchert. D'ailleurs, il avait demandé, quand il contribuait avec le FLN, qu'il prendrait la nationalité algérienne et qu'il s'occuperait précisément de mettre en route la marine algérienne. Sa fille, il avait une seule fille qui a vécu avec lui et qui est venue par la suite en Algérie. À l'indépendance, nous l'avons recueillie, elle a travaillé chez nous pendant quelques mois avant qu'elle ne se marie et n'aille différemment en Espagne. Finalement, on a ramené le corps de Georges Puchert d'Allemagne, où il était enterré, pour l'enterrer au cimetière de La Halia. Voilà donc pour ce qui est des Allemands. Très bien. Je vais vous poser une dernière question, si vous me le permettez, oui. Monsieur le ministre. Quelle a été la position de la diplomatie allemande aux Nations Unies face à la question algérienne? Moi, j'ai dit tout à l'heure que le président allemand, s'il était favorable au combat algérien de manière un peu interne, disons, sans trop l'avouer, il n'osait pas affronter le général de Gaulle. Il n'osait pas l'affronter. D'ailleurs, le général de Gaulle, une fois lorsqu'il s'est plaint des activités criminelles des services spéciaux français en Allemagne, il a pratiquement dit, ah bon, vous me reprochez cela, alors que c'est à moi à vous reprocher d'autoriser les activités sournoises et dangereuses de criminels dans votre pays, etc. Donc, il s'était tenu un peu à distance. Mais il avait de toute manière, dans son fort intérieur, et ça nos propres amis Vichnevski nous le disaient, il avait dans son fort intérieur, il avait plusieurs raisons d'être attentif ou proche de la position algérienne, pour plusieurs raisons. La première raison, c'était d'abord pour éviter que la République démocratique allemande, qui était la partie opposée à la République fédérale, ne prenne un soutien réel
auprès du FLN. D'ailleurs, la RDA a refusé d'accorder le soutien au FLN. Elle a déjà accordé un soutien au FLN si le GPRA me reconnaît en tant qu'État. Et comme le GPRA n'a pas pu faire cela, donc il a considéré qu'il n'a commencé à collaborer qu'avec l'Union générale des travailleurs algériens. Il a pris ça sous l'angle des travailleurs. Donc il a pris plusieurs personnes de l'UGTA, envoyées par l'UGTA pour des stages dans des usines, mais ça s'arrêtait là. Le chancelier Adenauer également vis-à-vis de l'Allemagne voulait, d'abord il était dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale où le thème de la décolonisation était déjà largement amplifié par les indépendances obtenues par un certain nombre de pays et de grands pays comme ceux d'Asie. Ensuite, il y avait un autre phénomène, il voulait se rapprocher, il voulait préparer des relations fructueuses à venir avec les pays arabes et musulmans, qui était un marché extrêmement important pour le développement de son industrie et de son économie. Vous parlez de Konrad Adenauer. Konrad Adenauer, le chancelier Konrad Adenauer. Sur le plan diplomatique, enfin, il a voté pour toutes les résolutions en faveur de la France, mais à partir de 1959, en 1960 et en 1961, l'Allemagne s'est abstenue dans les résolutions finales qui étaient finalement favorables à la position de l'autodétermination. Nous parlons ici là d'autodétermination et pas d'indépendance ou d'autre chose. Donc voilà pour ce qui est de la position de l'Allemagne et du chancelier Adenauer. Très bien, merci. Monsieur le ministre, un dernier mot peut-être sur les perspectives de l'évolution de la relation qu'entretiennent l'Allemagne et l'Algérie aujourd'hui au vu de cette profondeur historique qui lie les deux pays. Le problème, l'important pour nous en Allemagne, c'est que c'est des pays qui ont une position politique claire. Ils ne jouent pas, ne cherchent pas à trouver des solutions intermédiaires ou jouer par la malice ou jouer par la contrainte. C'est des relations d'égal à égal, puis ils sont sincères et francs en relations économiques. Ils ont des produits sûrs, des produits reconnus et qui sont parmi les plus modernes et les plus efficaces actuellement en Europe. Ils sont également contre toute position de supériorité par rapport à d'autres nations. Ils ont eu un passé colonial connu en Afrique centrale et en Afrique du Sud, mais c'est désormais du passé pour eux. C'est désormais un pays qui respecte toutes les souverainetés de tous les pays du monde. Il cherche son intérêt, l'intérêt de son économie, l'intérêt de sa population. Ils ont aussi réussi, Monsieur le Ministre, je pense que beaucoup d'autres pays n'ont pas réussi à faire, et je nomme la France, ils ont réussi à faire leur mea culpa colonial. Ils ont reconnu leur tort envers les pays qu'ils ont colonisés et ils ont fait table rase du passé en concertation avec les pays qui ont été colonisés. Et je pense que c'est de par cette approche que maintenant les Allemands sont respectés et respectent les pays avec lesquels ils traitent. Et il y a une situation maintenant d'égal à égal et de respect mutuel entre des grandes nations. Et l'Allemagne est toujours citée justement en exemple de respect à travers ces différentes déclarations internationales. Donc, pour résumer un peu, en Allemagne, c'est les syndicats, c'est le Parti socialiste, c'est les députés, et c'est même les membres de l'autorité judiciaire qui ont intervenu pour dénoncer les activités criminelles de la France. Le procureur général, qui est l'équivalent du ministre de la Justice, a protesté énergiquement après l'assassinat de Georges Puchert, qui était une des figures emblématiques de l'Allemagne. Très bien. Badis Renissa, un mot justement sur cette relation entre l'Algérie et l'Allemagne.
Bon, ce qu'on entend, Et ces c'est très perspectives intéressant. d'évolution, bien évidemment. Mais il faut d'abord revenir à la genèse, c'est-à-dire avant de parler de la perspective. Ce qu'on retient effectivement dans les mots justes et très lourds de sens, notamment de Monsieur le ministre, c'est effectivement l'Algérie et l'Allemagne, c'est un passé stratégique. C'est un apport crucial, notamment à notre glorieuse indépendance qui a été effectivement couronnée par cette indépendance bien méritée. Et bien évidemment, c'est un présent consolidé. C'est aujourd'hui ces relations bilatérales, effectivement, et ça a été dit, avec nouées de sincérité, construites sur des bases saines, solides, surtout sans condescendance, sans ascendance notamment, d'égal à égal, et c'est ce qui fait la force de cette relation. Maintenant, c'est ce qui transcende vers des perspectives d'avenir, à savoir cette relation stratégique bilatérale, encore une fois, bâtie sur des relations respectueuses, le respect mutuel. C'est ça. Parfois, de certains pays, manque de pragmatisme et manque de lucidité. Donc l'Allemagne et l'Algérie, c'est un avenir radieux, c'est un avenir stratégique, à bien des égards, notamment sur l'économie, sur la géoéconomie, sur l'énergie, sur différents secteurs. Et je pense que la technologie, tous deux sont notamment, disposés à travers aussi, je regarde les deux photos, c'est aussi une photo très symbolique de deux personnes qui nouent une amitié profonde qui et un respect mutuel qui aujourd'hui permet effectivement d'en faire des leviers et en faire des vecteurs de développement. Pour conclure, nous voyons les deux présidents allemands et algériens derrière l'écran. Je tiens à rappeler que le président allemand actuel est l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, et que quand la diplomatie prime sur certains cow-boys, ceux qui se prenaient pour des cow-boys en France, eh ben on voit que la diplomatie arrive à faire de grandes choses. Voilà, c'est ça la ligne à avoir. Tu me permets quelque chose? Bien sûr. Monsieur le ministre, merci. Quand la diplomatie est rendue aux diplomates et les clowns au puits du fou, ça donne des avancées. Voilà. Monsieur le ministre, merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre, c'est un honneur. Merci, mes collègues. C'était un honneur pour nous de vous avoir avec nous. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants.